Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Au sommaire, c'était il y a quelques jours la première keynote Apple de l'année. Recap dans votre séquence Mobile Business. Et puis ce sera votre débat. Le marché des nanosatellites intéresse aussi évidemment les pays émergents. Une opportunité pour les deux entreprises spécialisées qui seront en plateau avec nous. Ensuite, un peu de nuance dans le monde du numérique. C'est ce que revendique Frédéric Rebet, notre gentleman du numérique à nous, qui va nous rejoindre sur le plateau de Smart Tech. On va conclure en nuance, toujours, mais surtout en beauté, car demain, l'art numérique s'affichera partout. C'est le pari de l'entreprise que vous découvrirez. Mais tout de suite, Mobile Business. Mardi, c'était la première conférence d'Apple, une keynote virtuelle. Pour en parler, Joël Pla, professeur d'innovation à Sciences Po, nous a rejoint. Vous êtes aussi un ancien d'Apple. Vous dirigez les Apple Store en France. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Smart Tech. Merci à vous, bonjour. Alors, au programme, pas d'annonce de lancement mobile. Ça se fait plutôt en début d'année, au mois de septembre. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec cette keynote ? Alors, c'est vrai que les mobiles, c'est en septembre parce que c'est lié à la fin d'année et au business grand public. Le keynote de printemps est un peu plus orienté pro. Donc, du coup, iMac, iPad Pro, du soft, donc des produits qui vont aider à développer et à optimiser la version iOS 14.5. Donc, des produits aussi assez chers qui dopent le chiffre d'affaires d'Apple sur un moment qui est un petit peu moins grand public, justement, un peu moins volumique peut-être. Donc voilà, l'iMac c'est intéressant parce que c'est le retour du produit fétiche de Steve Jobs. Oui. En 98, les iMac G3 sont lancés par Steve Jobs et en fait, c'est vous savez les iMac, on appelle ça les bonbons avec des gros tubes cathodiques de toutes les couleurs. Et voilà, et donc ça c'est le retour de l'iMac préféré de Steve Jobs, mais cette fois il fait 11 mm. Donc extra fort. Ça n'a rien à voir avec... Juste bluffant. C'est une merveille de technologie parce que pour embarquer toute la techno qu'il faut pour faire fonctionner une machine comme ça, dans 11 mm d'épaisseur, c'est une prouesse. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre ? Alors, on a découvert quelque chose. Alors, pour le coup, on a découvert quelque chose d'intéressant qui, lui, est grand public, qui peut sembler inutile, mais qui est aussi assez technologique. C'est AirTag. Donc, c'est deux puces qu'on appaire en Bluetooth. Avec une technologie un peu plus complexe que le simple Bluetooth, parce que ça va chercher aussi l'ultra-wideband, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'avoir de repérer sur une carte, sur mon iPhone, l'endroit où peuvent être mes clés, mon sac à main, ou toute autre chose. Donc on les colle sur les objets. Exactement. Alors on le colle où on l'attache. Et alors petit truc rigolo, la version Hermès du porte-clés AirTag est déjà lancée. 449 €, oui. Alors que l'AirTag de base est à 39 €. Donc c'est quelque chose d'intéressant, c'est une technologie intéressante parce qu'elle vient chercher aussi sur cette logique d'Apple, Google qui ont voulu contribuer sur le tracking anti-Covid. Et donc c'était quelque chose d'utile. Ils n'ont pas toujours été compris et entendus. Et là on a un produit qui est un peu inutile, mais qui est quand même très techno parce que ça rend service. Et c'est surprenant quand même qu'Apple se lance dans ce genre de produit. Alors oui et non. En fait, depuis 4-5 ans, Apple développe l'activité accessoire hors device habituel, iPhone, Mac, iPad. Et cette activité, elle est non seulement, elle finit par peser 25 à 30% du business, de même que les services ont été beaucoup développés par Apple depuis quelques années. Et puis cette activité elle est ultra rentable. Et puis ultra valorisé par les investisseurs et les actionnaires, parce que c'est quelque chose qui renouvelle la dépendance à l'iPhone, qui est la grosse problématique de Tim Cook depuis la disparition de Steve Jobs. Alors, est-ce qu'on peut avoir un mot sur les softwares ? Vous en avez parlé. La plus grande, la plus belle annonce côté software, c'était quoi ? Alors... le soft sur ce keynote a été omniprésent, mais pas de façon très directe. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, le sujet du soft, ça va être la WWDC, qui aura lieu le 6 juin. La Worldwide Developer qui réunit conférence. Tous les développeurs du monde, etc. C'est le business model, le cœur du business model d'Apple, parce que c'est l'appairage entre le hard et le soft dans un univers ultra rentable, parce que toutes ces apps développées sont le cœur de la fusée du réacteur pour Apple. Donc iOS 14.5, la dernière version,
en train d'être en release, enfin libéré, si j'ose dire, arrive. Et donc, dans ce keynote, on en a parlé à travers l'Apple TV 4K, on en a parlé à travers l'iPad Pro, parce qu'en fait, l'iPad Pro va être compatible en 5G, donc là, il y a de gros enjeux de soft. On en a parlé à travers les puces qui sont comprises et incluses dans tous les produits dont on a parlé. On a parlé de ce tracker avec les AirTags, qui repose sur le soft, sur une interface logicielle qui permet de savoir partout dans le monde où est le produit que j'ai pu égarer, que j'ai pu perdre, grâce au réseau du petit milliard d'iPhone vendus et qui servent de relais. On en a parlé via Apple Podcast. Oui. Apple Podcast Plus. C'est notre sujet suivant. Voilà, qui est un sujet soft. Donc c'était une belle mise en bouche pour les WWDC. Et c'est rassurant pour les développeurs, c'est rassurant pour les professionnels. Il y a un sujet sur lequel on l'a aussi abordé très indirectement, c'est la carte de paiement. Donc quelque part, on est à la jonction avec Apple entre le hard et le soft, entre les produits et les services, et c'est vraiment la beauté de l'écosystème d'Apple. On a aussi un peu parlé, Tim Cook en a beaucoup parlé sur les enjeux de la vie privée, le respect de la vie privée, keynote après keynote, c'est un sujet sur lequel Apple revient. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui la distingue, qui la différencie des autres GAFA, et en particulier de Facebook. Et comme il y a un gros débat aujourd'hui aux États-Unis sur le respect de la vie privée, sur l'antitrust, et un affrontement aussi entre Apple et ses partenaires, les applications. On peut avoir en tête le sujet Spotify, le sujet Epic Games, où Apple est un petit peu chatouillé par ses partenaires. Donc c'est un sujet important. On a évoqué l'Apple Podcast. Qu'est-ce qu'on a découvert avec cette keynote ? Alors, ce qui est intéressant dans Apple Podcast, pour revenir justement au débat houleux entre Spotify et Apple, en fait, Spotify ne veut pas payer, et plein d'autres d'ailleurs développeurs, plein d'autres partenaires ou concurrents potentiels d'Apple, ne veut pas payer la redevance des 30% la première année, 15% l'année suivante. Apple, c'est d'ailleurs amusant, parce qu'Apple, dans ses communiqués de presse, ne parle pas de 30 et 15, mais parle de 70 et 85% des revenus qui sont reversés, éléments de langage, toujours très intéressant pour cette ça, qui sont reversés aux développeurs. Et en fait, ce qu'on a appris ces derniers temps, c'est qu'Apple rémunère 1 cent de la musique jouée, tandis que Spotify rémunère de l'ordre de 0,03 cents. Donc ça, c'est déjà un point assez intéressant. Ce qu'on a appris donc dans Apple Podcast, c'est que finalement, paradoxalement, Apple reprend le modèle de Spotify, qui est un modèle de gratuité du podcast avec de la pub, ou un modèle freemium sans pub. Et c'est exactement le modèle qu'Apple propose. Apple va plus loin, puisqu'en fait, pour 5 € dans les pays anglo-saxons dans un premier temps, ce qui est la cible d'Apple finalement sur les nouveaux produits, sur typiquement Apple Card, la carte de crédit, Apple Fitness, on a démarré dans les pays anglo-saxons, donc de la même façon pour podcast. Eh bien, Apple autorise un accès illimité au podcast pour de l'ordre de 5 $ ou 4,99 $. Voilà, donc c'est la proposition de valeur. Un truc intéressant quand même à noter, c'est qu'Apple souvent se développe grâce à ses rachats, grâce à sa croissance externe. Et en fait, Apple a racheté une start-up qui s'appelle, je crois, Scoot FM, de mémoire, en octobre ou en septembre, et qui lui a permis donc de lancer ce produit, comme elle l'avait fait quand Apple a racheté Beat et Beat Music, pour renouveler et relancer Apple Radio. Qu'est-ce que ce Launchpad, il raconte de la santé d'Apple globalement ? C'est une question intéressante. En fait, ce keynote, il intervient quasiment 2 mois après l'annonce des résultats du premier trimestre d'Apple, donc du trimestre échu à fin décembre, et 10 jours avant les prochains résultats, donc les résultats du deuxième trimestre, qui arrive le 28 avril. Et entre les deux, on a eu l'Assemblée générale des actionnaires. Alors, ce keynote raconte, je pense, le fait qu'Apple a besoin de garder un lien avec son écosystème, sa population, sa communauté. L'année dernière, on a eu 5 keynotes digitaux. Là, c'est le premier keynote digital de l'année, et il y en aura sans doute d'autres. Oui. Ça raconte aussi le fait que l'entreprise continue à vouloir développer des produits et des expériences exceptionnelles.
c'est vrai que c'est un keynote qui est hyper léché en réalité virtuelle, Oui. en réalité mixte. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé de cet aspect virtuel du keynote, mais c'était réussi. Magnifique, c'est le printemps. Tim Cook se promène dans Menlo Park, le campus, les végétaux sont en fleurs. C'est juste exceptionnel. Ouais. Donc Apple n'a pas parlé dans ce keynote de réalité virtuelle ou de réalité mixte, plus exactement dans le vocabulaire d'Apple. Mais c'est sans doute the next big thing des prochains mois. Et puis, la santé d'Apple, elle est exceptionnelle parce qu'en fait, tous les produits qui ont été lancés pendant ce keynote ont connu des croissances à deux digits depuis un an, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps sur le Mac et sur l'iPad. Ça marchait plutôt pas mal pour l'iPhone, mais même l'iPhone, alors on n'a pas parlé de l'iPhone Mauve, qui a été lancé aussi pendant ce keynote, c'est un petit clin d'œil, mais ça traduit la santé d'Apple, et en particulier sur l'iPhone, parce que l'iPhone 12 5G, c'est un succès interplanétaire. 90 millions d'unités vendues en 4 mois, et à noter, Apple a repris la première place sur le dernier trimestre des fabricants mondiaux de téléphones, dépassant Samsung, et sur le cumul annuel, Apple est en passe de reprendre la 2e place face à Huawei, qui bien sûr a eu des problèmes par ailleurs. Donc ça raconte vraiment la santé économique et du modèle d'Apple, qu'on dit morte depuis longtemps. Enfin, ça reste quand même la compagnie à 2200 milliards de capitalisation boursière, quoi. La première à avoir crevé les 1000 milliards, les 2000 milliards, et là les investisseurs disent, et les analystes disent, les 3000 milliards pour l'année prochaine. Bon, ce sera le mot de la fin, cette perspective. Merci beaucoup Joël Pla, professeur d'innovation à Sciences Po, d'être venu sur le plateau. Je rappelle aussi que vous étiez en charge des Apple Store en France. On poursuit quant à nous avec le Tech Talk du jour. Si la conquête spatiale et les satellites en particulier voient arriver de nouveaux acteurs, les pays émergents, eux, ont encore beaucoup de retard à rattraper. Une opportunité pour les entreprises du New Space. En plateau avec nous, Olivier Pieps, président de Prométhée. Bonjour, vous préparez une constellation de nanosatellites d'observation de la Terre et une plateforme d'analyse d'images pour apporter des applications spatiales moins chères aux pays émergents. À vos côtés, Philippe Gauthier, président d'Emeria, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'assemblage de satellites. D'ailleurs, vous accompagnez Prométhée, il faut le dire, dans la conception de ces nanosatellites. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smartech. Bonjour Cécilia, merci. Alors pour commencer, Olivier Pieps, pourquoi le marché des pays émergents représente-t-il une opportunité pour vous ? Alors, tout d'abord, c'est la fameuse idée que nous vivons dans un seul monde, que nous partageons le même monde, qui est un peu une utopie des années 70, mais plus seulement, puisqu'on le vit tous. On a vu avec le Covid-19, le pangolin à Wuhan vit la 5e avenue, même un pays qui est persuadé, America Great Again, qu'il y a des frontières, qu'on arrête le dérèglement climatique. Eh bien non, il y a une notion d'interdépendance. On voit maintenant que le local impacte le global, et pour régler les problèmes locaux, on a besoin aussi d'une vision globale. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a cette notion de co-responsabilité. Nous partageons le même monde, et donc les pays africains, latino-américains, font partie du même système et interagissent directement avec notre vie quotidienne de Parisiens, de New-Yorkais. C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'aller aussi de ce côté-là. Mais alors, de quel pays on parle ? Parce qu'on ne parle plus de la Chine et de l'Inde, par exemple, il faut bien le préciser, qui, eux, ont rattrapé d'une certaine façon leur retard. Bien sûr, ça reste des clients, mais de quel pays émergent on parle là, qui essaie de s'emparer du marché ? Philippe Gauthier, peut-être ? Les grandes zones, en fait, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud, et puis l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est. Oui. En tous les cas, comme on le disait, Prométhée et Emeria sont de jeunes sociétés, donc on est aussi au début d'une histoire. Rien ne nous interdit de penser qu'on ne travaillera pas un jour avec la Chine. Oui. Mais vous avez raison, oui. C'est pas forcément La Chine avance bien toute seule, c'est ça que je veux dire. La Chine et l'Inde avancent bien tout seuls. Oui, bien sûr. Ils vont avoir des partenaires, mais bien sûr. Là, il est question de ces pays qui ont besoin d'aller chercher des entreprises comme la vôtre. Mais pour répondre à quels besoins ? D'ailleurs, ça c'est ma question suivante. Pourquoi aujourd'hui il y a des pays qui ont besoin de s'équiper en nanosatellites ? Je vais répondre en 2 volets. Le premier, c'est qu'il y a un nombre de pays qui clairement
ont une appétence pour la souveraineté. Souveraineté numérique, digitale, et puis souveraineté spatiale. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que y a des acteurs dans le spatial, il y a des grands satellites, et il y a un certain nombre de pays qui créent des agences spatiales, qui ont donc une ambition spatiale, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter les grands systèmes. Et donc, avec notre offre, on ouvre le monde spatial à ces pays dits émergents. Et c'est vrai qu'au niveau spatial, la Chine n'est pas émergente, l'Inde n'est pas émergente, c'est bien clair. Ce sont des big players. Mais à quoi ça va servir concrètement? De quoi on parle comme application? Pourquoi ces pays ont besoin de nanosatellites? Oui, en fait, pour schématiser, il y a deux grands types d'utilisation. D'une part, la protection des ressources naturelles, enfin, au sens large. Ça, tu pourras développer, Olivier, mais donc protéger ses ressources en halieutique, en poisson, en eau douce, en forêt, enfin bon, voilà, et qui se situe vraiment dans l'optique développement durable. Donc c'est de l'observation de la Terre. Observation de la Terre, oui. Avoir ses propres données qui soient fiables, qui soient les siennes pour garantir qu'elles ne sont pas trafiquées, qu'elles ne sont pas... D'où la souveraineté. Voilà, d'où la souveraineté. Voilà, se faire sa propre opinion soi-même de la réalité des choses, indépendamment de tout ce qui peut être amené par d'autres pays qui peuvent avoir des intérêts contradictoires ou factions, enfin bon, parce qu'il y a des pays qui ont une certaine forme de complexité aussi. Et puis, assez proche aussi de cette protection des ressources, le côté sécuritaire aussi. Voilà. Et donc, l'espace est quelque chose d'absolument extraordinaire pour faire ça, puisque, bon, par définition, on est au-dessus. Et donc, il y a l'angle digitalisation aussi, avec les communications d'abord, les liaisons Internet. Bien sûr. Le spatial, en fait, c'est vraiment une industrie qui est de bout en bout, qui produit de la donnée, encore une fois souveraine, indépendante, mais qui va jusqu'à fournir de l'information organisée, structurée, intelligente, qui va permettre d'apprécier les situations. Et puis, pour répondre aux besoins, il y a un deuxième besoin ou envie ou appétit, comme le disait Olivier, qu'on observe, c'est un appétit économique, industriel. L'espace est un monde qui fait rêver. Enfin, bon, pas besoin de le dire là, avec Thomas Pesquet qui part demain, qui repart demain. Enfin, ça fait briller tous les yeux, et ça fait briller les yeux des jeunes, des pays, des politiques, etc. Et donc ces pays-là, qui sont des pays qui ont une envie, qui ont une jeunesse, qui ont une expertise, et qui ont un dynamisme numérique y compris, puisqu'on l'a bien vu dans des secteurs comme la téléphonie, où ils ont sauté les étapes en réalité. Et ben, ils ont envie aussi de prendre part à cette course technologique. Et c'est vrai que les technologies, l'approche et les coûts aussi, il faut le dire, que nous proposons, leur permettent effectivement d'avoir accès à cette prise de position dans cette course internationale. Le sujet des coûts, c'est intéressant parce que c'est peut-être la raison aussi, à la fois qui crée de nouveaux acteurs comme vous et qui fait que les pays émergents s'emparent maintenant du marché. C'est-à-dire que cette notion de nanosatellites, avec la miniaturisation des satellites, si le marché des satellites est plus accueillant peut-être pour les pays émergents aujourd'hui, c'est principalement parce qu'il est moins coûteux ? Alors, donc, en effet, la proposition qu'on fait avec Prométhée, on la segmente en deux niveaux. On appelle ça l'Earth Intelligence as a Service. Donc, on va amener à cette souveraineté numérique d'abord. Donc, on va commencer avec ces pays à leur donner les moyens d'avoir accès à la donnée numérique, en particulier en travaillant avec un grand idéal européen qui s'appelle Copernicus, parce qu'il y a déjà, il faut le dire, beaucoup de données disponibles. Donc l'idée, c'est déjà d'apprendre à ces pays à utiliser ces données, mais en passant de l'image à la smart data au service. Alors ça, ce sera le sujet d'après, le sujet software de ce talk, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête une minute sur pourquoi aujourd'hui, c'est plus une opportunité qu'hier pour les pays émergents. Enfin, vous signalez le problème du coût. Enfin, pour donner un ordre d'idée, on va dire que, enfin, il y a une miniaturisation, dans le domaine du satellite. On fait, comme tout. Voilà, ce qu'on a dans la poche, un smartphone, ça n'existait pas il y a 15 ans. En gros, un petit satellite, ça fait à peu près la même chose qu'un satellite, disons,
20 à 50 fois plus gros, et ça coûte à peu près 20 à 50 fois moins cher. Ouais. Voilà, donc, en 10 ans. C'est-à-dire voilà, c'est la en 10 ans, progression dans les voilà, 10 dernières, c'est donc ça. forcément, ça veut dire que, de façon très concrète, alors, sauf qu'en plus, les petits satellites, ils ont l'intérêt, comme les satellites tournent autour de la Terre, si vous voulez, d'avoir un rafraîchissement de la donnée, parce que au-dessus d'un point, il y a un satellite qui passe toutes les 30 minutes. Il y a la notion de constellation avec Voilà, les la constellation. nanosatellites. Donc, si vous voulez, ça permet à un satellite qui a un pays qui a des moyens assez modestes de s'offrir, on va dire, pour le prix d'un avion de chasse, une constellation de satellites, quoi. Voilà, si vous voulez, voilà. Donc il y a un accès au-delà maintenant. Voilà, le budget qu'on pouvait mettre dans la défense, on peut aussi le mettre maintenant. Je dis pas qu'il va remplacer, mais enfin, il y a beaucoup de pays qui s'achètent des avions de chasse, et donc ils peuvent, voilà, c'est un peu ça. Et ce qui était absolument pas le cas voilà, Il y a quelques années précédemment. encore. Ouais. Donc oui, il y a la baisse des prix crée effectivement un appel sur le marché, une capacité de pays de rentrer dans ce type d'économie, et puis évidemment développe les usages, parce que la donnée aussi, l'infrastructure est moins chère, mais la donnée est moins chère, donc ça crée effectivement tout un tas d'usages qui vont se développer. Toujours sur ce marché-là, est-ce qu'on peut le quantifier? Est-ce qu'on peut quantifier la part des pays émergents sur la part du marché global des satellites? Ou c'est trop tôt? Vous avez une idée, j'imagine, puisque c'est votre cible. Alors, on va parler d'observation de la Terre. Oui. Alors aujourd'hui, les chiffres varient. Le marché de l'observation de la Terre avec le digital, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Et quand on voit la contribution, ce que nous définissons comme des pays émergents, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique latine, c'est quasi une ligne plate. C'est-à-dire qu'il n'y a quasi rien. Il y a des agences spatiales, il y a des budgets, mais en observation de la Terre, on est quasi à zéro. Ça veut dire que si on arrive à mettre en place des constellations et tout le système digital pour qu'il y ait cette autonomie, on va créer une nouvelle capacité. Oui. Donc on va créer un nouveau marché. C'est un impact. Donc de ce marché de 80 milliards, on va vraiment l'étendre de manière importante. C'est une belle perspective quand on est une entreprise qui éclot dans ce secteur-là. Et puis l'autre, ça c'est une des ruptures. Donc on ouvre à des nouvelles zones. Et la deuxième rupture, c'est vraiment démocratiser l'observation de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, les images coûtent encore très cher. Et nous pensons, on en parlera après avec le système digital, qu'on peut réduire drastiquement le coût de l'image, qui est la donnée d'entrée pour le système de service. Même l'image elle-même. Oui. Pourquoi aller vers des entreprises comme la vôtre? On a parlé plusieurs fois de la création d'agences spatiales, c'est-à-dire qu'ils s'en créent plusieurs dizaines tous les ans. L'Union africaine va lancer la création d'une agence spatiale regroupée dont le siège serait en Égypte. Pourquoi ils le créeraient? Pourquoi ils ne pourraient pas répondre à leurs besoins eux-mêmes? Ils le feront, mais bon, il faut situer un petit peu les choses dans la perspective historique. Prenons la France. La France qui est un grand pays, un très grand pays en matière spatiale. Faut quand même le rappeler, qui a tous les savoir-faire dans toutes les technologies du spatial, avec une agence, le CNES, remarquable. Je crois qu'on a fêté les 60 ans de cette agence. Donc les choses se construisent. Elles vont aller plus vite avec les pays émergents, mais elles se construisent quand même dans le temps. Donc c'est vrai que marquer une volonté politique avec la création d'une agence, c'est quelque chose qui est très important. C'est souvent le début d'une histoire. Voilà. Donc oui, elles le feront, mais elles ont besoin aussi d'un peu de temps, elles ont besoin de savoir-faire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant pour elles aujourd'hui d'aller plutôt chercher des entreprises d'abord, pour avoir les infrastructures en place plus tôt et ensuite de développer les agences. Je crois que c'est aussi il y a deux traditions françaises. Il y a une tradition du spatial, on l'a dit, on a toujours été très très présent. Je pense qu'on est deuxième, troisième, quatrième puissance spatiale mondiale, selon les différentes perspectives qu'on peut regarder. Et puis il y a aussi une tradition de coopération en France. La France est un pays qui approche effectivement le business international avec une perspective de coopération, de transfert de technologie, de manufacturing, etc. C'est une vision de l'ONU aussi, ça, qui essaie d'insuffler avec certains programmes l'accès au spatial à tous, aux pays émergents, pour qu'ils aient ces possibilités d'analyse d'images, d'analyse de leur territoire. Pour l'environnement, en grande partie, c'est un des sujets. Donc il y a déjà en place des choses pour pousser ces pays émergents
vers le secteur du spatial et des satellites. Oui, je pense que dans les discussions que nous avons en ce moment avec ces pays, on a aussi des discussions avec le tissu économique, avec des PME, avec des sociétés qui sont soit dans le domaine électronique, soit dans le domaine plutôt du traitement numérique. Voilà, et on a envie, on pense qu'effectivement c'est un formidable levier de développement, y compris pour nous, que cette envie de ces pays de bâtir un écosystème. Alors Olivier Pieps, on y arrive, il y a la proposition hardware, si j'ose dire, avec les satellites, et donc vous parlez aussi d'investir ce deuxième marché qui va être le software, c'est-à-dire proposer les compétences numériques, digitales, de développement qui vont avec les compétences les acquis satellitaires, si j'ose dire. Mais tout à fait, parce que dans nos discussions avec les différents pays, il y a une vingtaine de pays qui nous ont contactés. Cette velléité à coopérer est très importante. Donc aller dans des AIT pour le satellite, pour faire des choses ensemble, et on discute, mettre des ingénieurs africains, d'Amérique latine chez nous, faire des activités, produire chez eux, c'est en discussion, ça les intéresse. Mais il est évident que quand on prend par exemple l'Afrique, aujourd'hui, il y a une dynamique digitale extrêmement importante. Peut-être l'industrie lourde progresse, mais plus doucement. Par contre, l'industrie digitale, on a des experts, on a des programmeurs, etc. Donc il y a cette volonté de mettre en place ce qu'on appelle notre plateforme digitale, donc le Earth Intelligence as a Services, donc qui a pour but d'aller prendre l'information et d'agréger de l'information, donc de l'information in situ, de l'information qui vient de Copernicus, d'autres partenaires, d'autres constellations françaises, mais tout ça pour en sortir des services. Les Africains, nos partenaires africains sont très intéressés et tout à fait capables d'être formés et de très vite devenir autonomes là-dedans. On parle d'autonomie numérique. Oui. Alors il faut voir aussi qu'il y a un double impact, c'est-à-dire que si on travaille avec eux sur de l'intelligence artificielle, du cloud, big data, du traitement d'images, ce sont aussi des expertises fondamentales pour le développement de leur industrie. Donc quand on veut développer une supply chain dans les 10 ans, soit on a acquis ces connaissances, ou on ne sera pas intégré dans cette supply chain mondiale. Donc en construisant ça, on construit avec eux leur industrie 4.0, on les aide à progresser aussi globalement au niveau industriel. Des satellites et des par rapport aux satellites, c'est une formidable porte d'entrée pour nourrir toute l'industrie africaine, latino-américaine aussi, mais l'Afrique en effet au niveau du digital, vous savez, il y a, tout le monde sait qu'en Afrique il y a il manque de beaucoup de choses, mais tout Africain a 2 téléphones portables, donc ils sont très avancés. Donc, pour le travail, on crée de l'emploi, on développe le pays et en plus on crée le marché. Oui. Je vous rappelle que le Nigeria, dans moins de 10 ans, il y a plus de Nigérians que d'Européens. Et d'ailleurs, le Nigeria a des ambitions spatiales au-delà des satellites assez importantes. Ils veulent envoyer quelqu'un dans l'espace d'ici 2030, donc des ambitions affichées assez importantes. C'est marrant de retrouver les mêmes ambitions entre la conquête spatiale, l'exploration spatiale, et cette recherche de souveraineté numérique via les satellites. On retrouve vite les mêmes enjeux. Une fois qu'on sait qu'on peut avoir accès à l'espace, c'est un peu ça le sujet, on veut y aller jusqu'au bout. On a effleuré le sujet de cette notion de responsabilité. Pourquoi la France aurait plus un rôle à jouer, vous êtes 2 entreprises françaises, qu'un autre pays? C'est-à-dire, par exemple, les États-Unis, est-ce qu'ils pourraient s'emparer de ce marché-là? Alors, peut-être juste un petit mot, c'est que la France, je veux dire, nous, c'est un projet avec l'industrie française, mais c'est un vrai projet ambition européenne. Oui. Donc, on est en train de discuter beaucoup. Philippe est très actif dans les relations franco-allemandes dans le spatial pour le moment. Et l'objectif, c'est d'avoir un axe franco-allemand et puis une structure européenne. On parlait de Copernicus, on parle avec les institutions européennes, avec l'ESA. Donc, déjà, c'est pas juste la France, c'est l'Europe. Et je pense que les États-Unis, il faut une identité européenne. Il est important, et les pays sont très sensibles à ça, évidemment. Vous connaissez des problématiques type l'ITAR, c'est-à-dire l'indépendance, être sûr de pouvoir avoir le contrôle et son autonomie, quelque part, parfois, avoir une solution autre qu'une solution américaine, intéresse beaucoup de pays. Et dans ce cadre-là, l'Europe et la France... Il y a plus de confiance, en fait. C'est une question de confiance aussi, de crédibilité, peut-être.
Peut-être, de confiance et de Qu'est-ce que vous en valeur. pensez, Et Philippe d'autonomie. Gauthier ? On laisse beaucoup plus d'autonomie. Oui. On a des coopérations plus ouvertes. Je sais pas. Ouais. Oui, je crois que, on n'est pas forcément là pour parler des États-Unis, mais les États-Unis, c'est une puissance C'est considérable. plutôt pour comparer la position de la Voilà, France non, et le mais rôle qu'elle va prendre. Exactement, c'est une puissance considérable, qui a un savoir-faire. C'est la première économie spatiale mondiale. C'est indiscutable et on ne prétend pas effectivement renverser cet état de fait. S'étonner. Bon, par contre, effectivement, il y a des caractéristiques, et nous on les vit très concrètement, des caractéristiques spécifiques françaises. Il y a un savoir-faire français qui soit technologique, qui soit aussi en termes de partenariat public-privé. C'est quand même un point qu'il faut signaler. Le partenariat entre le privé que nous représentons, complètement entrepreneurial, et puis le public marche plutôt bien en France. Donc, en particulier, on travaille très bien avec le CNES, qui a développé un savoir-faire de coopération avec les entreprises, les start-up, les entrepreneurs remarquables. Et on l'a vraiment expérimenté parce que cette filière, en fait, nanosatellite française, on l'a montée avec eux, en co-investissant, en bénéficiant du croisement des savoir-faire, etc. D'ailleurs, vous avez envoyé, Oui, on peut le dire, les notre premier nanosatellites satellite avec que le nous CNES avons Angels. envoyé, ça a été un co-développement, un co-investissement, voilà. Donc ça, c'est quand même une tradition française qui est très forte et qui est une force. Voilà, on espère que ça va continuer, que ça va s'amplifier. Il y a effectivement des initiatives dans le cadre du plan de relance, etc., sur lesquelles on pense que ce sont d'excellentes opportunités d'accélérer ce mouvement. Voilà. Et puis, comme je le signalais, il y a aussi une tradition de coopération avec un certain nombre de pays qui font confiance à la France. Confiance à la France. Et cette confiance, c'est quelque chose. Ils savent effectivement que on a des intérêts communs et qu'on joue vraiment le jeu, quoi. Qu'on joue vraiment le jeu d'une coopération en cherchant à aider ces pays à se développer. C'est bon pour eux, mais c'est bon pour nous aussi. Je crois qu'on a, ce que vous expliquez, ce que vous nommiez la responsabilité, on a quand même intérêt, en tout cas c'est notre position à la fois être français et d'entrepreneur, que les pays se développent et protègent leurs ressources. On pourrait Ce développer sera les collaborateurs de demain. Exactement. Et on a intérêt à ce qu'il y ait des foyers de développement économique, des foyers de stabilité, des foyers qui respectent, des pays qui aient les moyens de respecter effectivement les accords internationaux. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Le spatial joue un rôle fondamental et le spatial et le New Space. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez central dans ces grands enjeux mondiaux. De demain. Pour conclure, Olivier Pieps, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'il disait, Philippe Gauthier? Mais moi, je pense en effet, même d'un point de vue démocratie, je veux dire, je pourrais appeler ça le dilemme libyen, c'est-à-dire qu'on a parfois tendance à croire que des pays, soit pour qu'on tienne la Méditerranée, qu'on tienne le monde, il faut un pouvoir fort, parce que sinon c'est le chaos. Nous, on pense à une troisième voie dans la coopération, en donnant avec un système comme Prométhée une vraie souveraineté spatiale, la capacité de checker et d'avoir le contrôle sanitaire, de sa sécurité, de sa stabilité. On crée vraiment des structures stables et qui sont des acteurs autonomes, démocratiques, capables aussi d'avoir une action qui diffuse d'un point de vue régional et d'avoir des vrais alliés. Je crois qu'il y a un rôle à jouer et le spatial est un outil formidable et on a pu descendre grâce au New Space en fait je dirais la barre d'accès à des pays qui jusqu'ici ne pouvaient pas utiliser cet outil. Merci beaucoup Olivier Pieps, président de Prométhée, d'être venu sur le plateau de Smartech. Merci à vous aussi Philippe Gauthier, président d'Emeria. Le temps d'une courte pause et on se retrouve pour votre rendez-vous avec le gentleman du numérique. On retrouve notre gentleman du numérique, Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, Frédéric, qui s'appelle « Les propos d'un aspirant gentleman » qu'on voit à l'image en ce moment même. Et donc c'est un recueil qui met en relief la singularité du gentleman, pour le résumer. Bienvenue sur le plateau. Merci Cécile. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous avez décidé d'intituler votre chronique aujourd'hui 50 nuances du gentleman numérique. Alors pourquoi vous voulez nous parler de nuances et qu'est-ce que ça a à voir avec la tech ? Alors le monde numérique a été créé par les mathématiques. Ce sont les mathématiques qui sont à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce monde numérique... par ces mathématiques, finalement, on peut penser que c'est un monde, une science dite dure. On oppose souvent les sciences dures aux sciences molles, qui sont les sciences de l'esprit, plus proches de la nuance, justement. Or, dès l'Antiquité,
les scientifiques étaient mathématiciens et philosophes. Il y avait cette perméabilité qui a peu à peu disparu. Et même encore à mi-chemin, c'est-à-dire il y a en l'an 1000, Omar Khayyam, qui était mathématicien mais aussi poète, et qui a influencé nos Français comme Rimbaud, Baudelaire et le cinéma américain. Donc on va le voir, la mathématique et la nuance finalement sont imbriquées. Alors comment un gentleman va gérer au mieux cette nuance pour la remettre au cœur du numérique? Alors aujourd'hui, la nuance est éjectée. Oui. Est éjectée simplement par le fait mécanique de l'algorithme, car l'algorithme, lui, travaille sur l'occurrence, sur la répétition. Donc plus vous allez répéter certaines choses, plus vous allez le dire d'un ton péremptoire, plus finalement vous allez monter dans ces moteurs de recherche. Et ce flot d'informations qui vous tombe dessus, vous n'avez pas la capacité de le gérer. Donc, elle parle la non-nuance à la prévalence. Comment on peut apporter cette nuance comme un bénéfice? Comment on retrouve les bénéfices de cette nuance-là et qu'est-ce que ça va apporter finalement d'ailleurs? L'innovation qui a créé tout ce qu'on vient d'évoquer, ce monde numérique, finalement, ces pionniers étaient beaucoup plus nuancés qu'on ne l'imagine. C'était des gens curieux et très ouverts. On peut prendre pour exemple Ada Lovelace, c'est une femme, c'est elle qui est finalement à l'origine de l'ordinateur. Elle a pris la machine à tisser, donc qui est une machine organisée, pour en faire une sorte de calculateur, création de l'ordinateur. Mais Ada Lovelace, c'était aussi la fille de Lord Byron, qui était un poète britannique. Donc vous voyez que tous ces pionniers avaient en eux une forme de poésie et donc de nuance. Et même Steve Jobs, lorsqu'il a créé Apple, bien sûr, mais il a récupéré des éléments qui étaient là, que personne n'avait vus, et il en a fait une utilité, comme la souris, par exemple. Claude Bernard, qui est un scientifique français, c'est un peu l'inventeur de la médecine expérimentale, il dit ceux qui ont des idées trop arrêtées, finalement, ne sont pas bien armés pour faire des découvertes. Ceux qui ont des convictions trop fermes. Donc cette souplesse, cette nuance, elle est nécessaire à l'innovation. C'est presque le doute aussi. Exactement. On pourrait le comparer au doute. La nuance est la corollaire du doute. Il faut mettre du doute dans son quotidien. Quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent pour intégrer un peu plus de nuances dans son quotidien? Alors, il y a un livre qui est un essai qui vient de sortir, qui est très intéressant, qui est de Jean Birnbaum, qui est un journaliste, donc très observateur du monde, essayiste, et c'est lui qui dirige aussi Le Monde des livres. Il vient de sortir un livre sur le courage de la nuance. Et j'aime beaucoup cette notion de courage, parce que si la nuance évoque une certaine délicatesse, il faut néanmoins du courage. Lui, il s'inquiète, il dit, mais finalement, aujourd'hui, on oppose slogan à slogan. Il dit, mais même on pourrait être dans un monde où une forme de cruauté se développe. Donc il faut reprendre de la complexité. Donc voilà, un livre intéressant, en tout cas un essai. Et c'est toujours bien d'avoir des essais, de porter réflexion. Alors, comment vous concluriez ces 50 nuances du gentleman numérique? Vous voulez dire par une phrase peut-être? Oui. Alors moi il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Mark Twain qui nous dit que le danger finalement c'est pas ce que l'on ignore, c'est ce que l'on pense certain et qui ne l'est pas. Ce sera une belle conclusion, nous rappeler toujours d'inclure la nuance dans nos réflexions et dans les réflexions qui encadrent aussi la tech et le numérique. Merci beaucoup Frédéric Robet, président de l'agence Le Chiffre et auteur du livre qui vient de paraître, Les propos d'un gentleman du numérique. On termine quant à nous cette émission avec votre séquence Et demain. On plonge dans l'art numérique avec Julie Corvert qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Artpoint. Artpoint, c'est un catalogue, en fait, un catalogue d'œuvres d'art numérique et qui offre la possibilité de personnaliser ces œuvres d'art pour les installer. En fait, la cible de votre entreprise, c'est plutôt justement les entreprises. Les entreprises, tout à fait, et tous les lieux globalement qui sont fréquentés par le public, les lieux de vie. Donc on peut citer des lieux comme des hôtels, des entreprises, des centres commerciaux par exemple. Oui. Et chez Artpoint, on se définit comme un créateur d'expériences artistiques numériques, justement à destination de ces lieux de vie. Alors à quoi ça ressemble l'art numérique? Donnez-nous des exemples, qu'on se projette un petit peu.
Alors déjà, peut-être, si je devais définir l'art numérique, c'est l'art qui va explorer les nouvelles technologies, qui va utiliser le numérique comme médium de création et qui positionne le numérique au centre de la réflexion d'un artiste. Donc, on va avoir des œuvres qui se servent de ces nouvelles technologies pour questionner notre rapport au numérique. Et donc, on va avoir énormément d'œuvres qui sont des œuvres dynamiques. On peut également avoir des œuvres statiques, mais si je devais peut-être catégoriser certaines œuvres d'art numérique, on peut citer par exemple les œuvres interactives, qui sont des œuvres dont les visuels vont évoluer au rythme de mouvement. Oui, c'est ce qu'on voit à l'image, en fait. Exactement à l'image. On a également des œuvres génératives qui évoluent au rythme de données qui sont stockées dans des algorithmes et donc qui sont en fait des flux qui se renouvellent à l'infini. Et par exemple des installations également immersives où on va plonger un spectateur dans un univers visuel et sonore à 360 degrés. Et les artistes français sont nombreux dans l'art numérique ? Les artistes français sont nombreux, sont très talentueux. En France, on a justement des expositions qui, ces derniers temps, attirent énormément de public. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, il y a aussi énormément de succès, notamment au Canada, aux États-Unis, en Israël. Mais la France également commence à suivre ce mouvement en termes d'art numérique. Mais alors, c'est la dimension de ces œuvres qui fait que vous ne ciblez pas forcément le grand public et les particuliers ? Disons que notre ambition, ça a été dans un premier temps d'essayer de viser des lieux assez fréquentés pour donner plus de poids à ce nouveau courant, plus d'impact, gagner en visibilité. Et bien évidemment, à terme, on aimerait toucher le grand public et pouvoir ponctuer le quotidien de milliers de personnes grâce à l'art. L'idée, c'est qu'on puisse collectionner l'art numérique comme on collectionne l'art classique, si j'ose dire, qui englobe toutes les autres formes d'art, en fait. Est-ce que demain, l'art numérique remplacera les tableaux ? L'art numérique ne remplacera pas les tableaux. En revanche, aujourd'hui, on a une réelle multiplication des écrans dans le monde. On voit que tous nos lieux de vie regorgent d'écrans, l'espace public regorge d'écrans, et les écrans sont un parfait support de diffusion pour les œuvres d'art numérique. Donc, nous, on a l'intime conviction chez Artpoint que l'art de demain sera en partie digital, que les outils, les artistes vont continuer à explorer les outils que leur offre leur époque, et que justement, tous ces écrans seront habillés de contenu artistique numérique, ce qui permet aussi de démocratiser l'accès à l'art. Mais l'art numérique, pour moi, ne remplace pas des courants plus traditionnels. Ce sont juste des artistes qui s'approprient des outils actuels. Vous l'avez dit, ce sera le mot de la fin. Démocratiser l'art, c'est un des rôles principaux de l'art numérique aussi ? Tout à fait. On a un aspect assez ludique dans l'art numérique qui s'inscrit parfaitement dans l'ère du temps, dans l'ère de l'expérience et qui permet effectivement de démocratiser l'accès à l'art au plus grand nombre. Merci beaucoup Julie Corvère, cofondatrice de Artpoint, d'être venue nous présenter votre entreprise, un catalogue d'œuvres d'art numérique en particulier. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette semaine. Demain, vous retrouvez Delphine Sabatier à la présentation de Smart Tech. Moi aussi, je vous retrouve demain pour une chronique Rendez-vous dans l'espace. Tout de suite, c'est l'heure du Lab. À demain.